Je m'appelle Fabien Soulet, donc je suis membre de l'Assemblée nationale catalane de Bruxelles. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans cette nouvelle édition de nos soirées débat online, dont vous pouvez voir ou revoir le contenu sur le canal YouTube de la NSC Bru. Donc aujourd'hui, nous avons l'honneur de pouvoir parler pendant l'heure qui suit avec Jorge Cadiao Conde, maître de conférence en civilisation espagnole et professeur des universités à l'université François Rabelais de Tours en France. Bon, son domaine d'expertise porte notamment sur le fédéralisme espagnol historique du XIXe siècle, la théorie de la fédération et le fédéralisme comparé. Ses travaux de recherche s'élargissent aussi à d'autres champs tels que le nationalisme et les théories de la nation, la question de la sécession dans les systèmes fédératifs ou décentralisés, ou le droit à l'autodétermination des peuples en droit international. Dans le descriptif YouTube de cette conversation, nous indiquons quelques liens vers des ouvrages et des écrits universitaires en français et en espagnol du professeur Cadiao. Et durant l'entretien, n'hésitez pas non plus à poser des questions dans les commentaires ainsi que sur Twitter via le hashtag 40mcbrucadiao qui s'affiche et qui figure sur l'affiche de l'événement. Nous choisirons certaines de ces questions et les retransmettrons à notre invité. Donc, enfin, pour partager cette conversation, merci de bien vouloir utiliser aussi ce même hashtag. Bon, Monsieur Cadiao, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue aux soirées débat de l'ANC Bruxelles. Tout d'abord, comment allez-vous en cette période de confinement? Bonsoir, merci à vous pour l'invitation. Très bien, la période de confinement à l'université a été particulière parce qu'il a bien fallu donc fermer l'université, prendre la distance. Bon, ça a permis aussi à certains d'avoir un peu plus de temps pour peut-être lire et écrire. À d'autres, ça n'a pas trop été mon cas, malheureusement. À d'autres, ça nous a permis de gérer à distance. Bon, quand on a des responsabilités administratives, ça a été beaucoup ça. Donc, c'était une période assez, de ce point de vue-là, ça a été assez fastidieux, je dirais. Mais sinon, tout se passe fort heureusement très bien pour moi. Très bien, bon, écoutez, tant mieux. J'espère que ça va se finir assez rapidement, mais l'avenir nous dira. Commençons donc, entrons dans le vif du sujet. Dans votre livre Micronationalisme, publié en espagnol, vous suggérez dans le titre une idée plutôt provocante. Ne sommes-nous pas tous nationalistes? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? La question, c'était une accroche plutôt, c'était une question un petit peu, je dirais, accrocheuse. On s'était mis d'accord avec l'éditeur, effectivement, pour avoir un titre qui puisse effectivement interpeller, peut-être provoquer un petit peu. Bon, la question est purement rhétorique, à vrai dire, puisque le livre défend la thèse que nous sommes tous, quand je dis tous, peut-être pas à 100%, mais la grande majorité des personnes qui vivent dans des sociétés nationales, et toutes les sociétés le sont, nationales. Le monde est composé d'États-nations, des sociétés qui s'organisent sous la forme étatique et sous la forme nationale. La majorité des personnes qui vivent, qui ont grandi et qui vivent dans ce type de sociétés sont dans une plus ou moins grande mesure nationaliste, en ce sens qu'ils ont été éduqués de la sorte. Hein. C'est pas quelque chose que c'est la thèse du bouquin. C'est pas quelque chose que l'on décide d'être. Hein. En tout cas, pour une majorité des personnes, mais c'est plutôt quelque chose qui nous est enseigné d'une manière plutôt furtive, je dirais, d'une manière occultée, et en grandissant, on devient tous, d'une certaine manière, encore une fois, les uns plus que les autres, sans le savoir le plus souvent. C'est bien la raison pour laquelle, effectivement, ces qualificatifs nationalistes gênent autant,
les gens, quand on leur dit ah, mais peut-être qu'effectivement il y a du nationalisme chez vous, ça a tendance vraiment à beaucoup énerver les gens, ça déplaît beaucoup. Bah, c'est parce qu'effectivement, ces processus d'intériorisation de la chose, c'est fait à l'insu des personnes. C'est ce qui rend aussi, c'est une autre thèse du bouquin, c'est ce qui rend aussi le nationalisme aussi puissant, parce que finalement, il agit sans qu'on s'en rende compte, si bien que finalement, on le voit pas. On le voit pas. D'accord, mais donc, du coup, ça retombe sur une idée. Vous avez justement évoqué cette idée des gens qui se définissent comme un peu citoyens du monde, hein, pas du tout nationalistes. Et là, en quoi, justement, cette idée de nationalisme que nous intériorisons sans le savoir, en quoi certains refusent justement de se définir comme nationalistes? Pourquoi est-ce que il y a ce sentiment répandu que l'on se dit citoyen du monde, alors qu'en réalité, nous sommes, entre guillemets, formatés par le système dans lequel nous grandissons et nous vivons ensuite. Est-ce qu'il y a des arguments qui permettent de mettre à bas complètement cette idée qu'on peut être citoyen du monde? Il faut dire que c'est quand même beaucoup plus classe de se dire citoyen du monde que de se dire nationaliste. Hein. Être citoyen du monde, c'est extraordinaire, c'est l'ouverture d'esprit, c'est l'ouverture aux autres, à l'autre, c'est le partage, c'est la solidarité, c'est tout ça et beaucoup d'autres choses encore. Tandis que être nationaliste, le nationalisme dans l'imaginaire politique qui est les nôtres, dans nos représentations politiques, le nationalisme, c'est le mal absolu. C'est le mal absolu. Donc, cette manière de définir le nationalisme dans des sociétés nationales qui, en fait, n'ont plus besoin d'utiliser l'étiquette nationalisme ou nationaliste pour avoir ce qu'ils ont déjà, à savoir une nation organisée sous la forme étatique. Cette nation et cet État qu'ils ont déjà, ils n'ont pas finalement à le défendre, à le revendiquer parce qu'ils l'ont déjà, puis ensuite à le défendre en faisant appel au nationalisme, comment dirais-je, en mobilisant d'une manière explicite les ressources propres du nationalisme, d'une manière de complexer, une forme d'exhibitionnisme. Ils n'ont plus besoin de faire ça parce qu'ils ont déjà une nation consolidée, affirmée, reconnue. Ils ont déjà un État. Donc finalement, le fait de renvoyer le nationalisme et les qualificatifs nationalistes comme une insulte, comme un reproche aux autres, je dirais, c'est une tactique défensive très intelligente. Très intelligente parce que ça empêche, disons, tout mouvement ou tout projet nationaliste à l'intérieur d'un État-nation de revendiquer, je dirais, d'une manière légitime, démocratiquement légitime, un projet d'avenir. Parce que à partir du moment où effectivement vous luttez contre l'unité de l'État, l'unité de la nation construite et organisée sous la forme étatique, et bien dans ces cas-là, vous êtes en train effectivement de vous comporter comme les clichés du nationaliste. Vous voulez détruire la démocratie, vous voulez détruire l'unité de l'État, vous voulez tout faire sauter. Donc, il y a là effectivement quelque chose de très négatif finalement quand on se met du point de vue de la majorité nationale, c'est quelque chose de très négatif. Et dans la mesure où on réserve les nationalistes ou les qualificatifs nationalistes pour les autres, pour ceux qui éventuellement pourraient mettre en danger, en question le projet national et qui est les nôtres, eh bien, on réserve donc l'étiquette nationaliste aux autres. Donc, nous, on n'en a pas besoin parce qu'on a déjà notre nation d'assurée, de reconnue, et on a déjà
un État. Et c'est alors effectivement tout simplement qu'on peut défendre des idées très belles, hein, d'ailleurs, comme celle que vous évoquez, d'une citoyenneté mondiale, d'un cosmopolitisme. Donc c'est effectivement très, je dirais, très beau et très facile à la fois. D'accord. Et donc, en fait, est-ce que c'est justement dans cette optique que vous parlez donc de micronationalisme? Il s'agit de ces nationalismes qui sont à l'intérieur d'États-nations et qui on essaye de museler ou de limiter via ces visions un peu péjoratives de nationalisme. Est-ce que c'est ça, en fait, le micronationalisme? Non, pas du tout. En fait, pas du tout. Le titre est vraiment équivoque. Et effectivement, c'est pas la première fois qu'on me dit ça. Bah, c'est vrai que quand on voit le titre micronationalisme, on ne peut que penser à ça. On ne peut penser au petit nationalisme, la Corse en France, la Catalogne en Espagne, et ainsi de suite. Mais c'est pas du tout ça, en fait. Le terme micronationalisme renvoie plutôt au nationalisme d'État, nationalisme dominant. Et il renvoie effectivement au nationalisme d'État, au nationalisme dominant, en s'intéressant à cette manière particulière que l'on a dans les nationalismes dominants de pratiquer le nationalisme au quotidien, mais sans s'en rendre compte. Si bien qu'effectivement, les citoyens, je veux dire, les acteurs politiques aussi, la plupart des membres de la nation dominante ou de la nation majoritaire, prenons l'exemple de l'Espagne en Espagne, la plupart de ceux qui adhèrent au projet national espagnol pratiquent le nationalisme au quotidien sans le savoir. Hein, la notion de micronationalisme m'est venue pour tout dire, en fait, de cet autre concept qui utilise aussi c'est ça aussi des micros, mais le micromatisme. En Espagne, ces dernières années, les mouvements féministes ont beaucoup insisté, et à mon sens d'une manière très efficace et pertinente, sur la notion de micromatisme. Et c'est-à-dire ces faits, ces gestes, ces paroles qui au quotidien, nous autres les hommes, mais pas seulement, les femmes aussi, un certain nombre des femmes aussi, pouvant avoir vis-à-vis des femmes. Et finalement, on voit rien de particulièrement méchant dans ces gestes, dans ces mots que l'on peut avoir. On dit, oh, c'est rien du tout, en fait. On ne se rend pas compte que ça peut avoir un caractère machiste ou sexiste. Et on ne s'en rend pas compte parce que ça fait partie de notre vie quotidienne depuis tout petit. Hein, c'est finalement, après tout, c'est rien du tout, n'est-ce pas, de siffler une femme dans la rue ou de lui dire un joli mot, ou moins joli d'ailleurs. Tout ça, finalement, on l'a intégré plus ou moins, et si bien qu'en effet, à un moment donné, on peut parfaitement ne pas voir de machisme, de sexisme dans ce type de pratiques. On les a intériorisés comme étant normales. Et il en va de même, en fait, pour le nationalisme. Hein, on va exhiber le drapeau national sans que cette exhibition puisse être considérée comme nationaliste. Alors que le même geste, vous voyez, le même geste, lorsque c'est un nationaliste minoritaire, lorsque c'est un nationalisme catalan qui fait exhibition de son drapeau national, de ce qu'il considère être son drapeau national, là tout de suite on va être capable de voir le nationalisme chez autrui. Et c'est là où effectivement on a un fonctionnement qui est, à mon sens, d'une très grande puissance, parce que je crois foncièrement à l'honnêteté, à la sincérité de ceux qui, par exemple en Espagne, adhèrent au projet national espagnol, mais ne se considèrent pas du tout nationalistes, et au contraire, comme vous le disiez tout à l'heure, ils se perçoivent plutôt comme étant citoyens du monde, ou cosmopolites, ou autre chose. Vous voyez, tout simplement parce qu'encore une fois, ce processus que j'ai évoqué tout à l'heure
ces processus de socialisation dans le nationalisme, d'intériorisation des valeurs, des principes, des pratiques du nationalisme dominant, se fait à l'insu des personnes. Si bien que quand on devient adulte, eh bien, on porte ça en nous finalement et on le sait pas. On le sait pas. Et c'est effectivement ça qui fait que à de nombreuses reprises, un nationaliste peut se comporter avec les personnes qui appartiennent aux minorités nationales comme un sexiste ou un machiste pourrait se comporter avec une femme, par exemple. D'accord. Et donc, en regard de dans ce micro-nationalisme, ce nationalisme, on va dire, intériorisé, est-ce qu'il y a ensuite, selon vous, ou est-ce que vous identifiez, vous, quelque chose qui pourrait être plutôt un macro-nationalisme, quelque chose où on vraiment on exprime de façon beaucoup plus, je suppose, exubérante, ou du moins plus, où on extériorise plus facilement ce sentiment d'appartenance à une nation. Par exemple, je me souviens très bien à l'école de devoir de citer parfois la Marseillaise ou d'apprendre par cœur dans les cours d'instruction civique les points des droits de l'homme et de la Révolution de 1789, par exemple. Est-ce que ça c'est un micronationalisme ou c'est plutôt quelque chose qui est un nationalisme classique, on va dire, une façon de... Tant que ça fait partie des décors, je dirais que tout ce qui fait partie des décors, tout ce qui ne sort pas de ce que l'on peut considérer comme la normalité, disons, tout ce qui n'est pas en trop, tout ça, ça fait partie de ce que j'appelle micronationalisme et de ce qu'un sociologue britannique appelle nationalisme banal. Le nationalisme banal, tel que défini par Billig, est une forme de nationalisme d'État. Enfin, c'est un nationalisme d'État, mais qui adopte une forme plutôt, je dirais, plutôt discrète. On fait pas enfin, c'est pas un exhibitionnisme, hein, c'est pas quelque chose d'exhibérant, c'est quelque chose de discret, c'est quelque chose de normal finalement, comme le drapeau effectivement que l'on voit, le drapeau national que l'on voit à la mairie, ou comme la Marseillaise, vous le dites que vous chantiez à l'école. Il paraît qu'on refait ça. Enfin, il me semble, je crois avoir compris qu'effectivement ça revenait, ça. Oui. Bon, à un moment donné, effectivement, lorsque ça sort de la normalité, de ce qui est normal dans une société, on a tendance effectivement à dire, ah tiens, là il y a peut-être un truc. Et, y compris dans la majorité nationale, vous allez trouver des gens qui vont dire, ah ça c'est du nationalisme. C'est un petit peu ce qui se passe en ce moment en Espagne avec Vox, avec le parti d'extrême droite Vox, ou ce qui se passe en France avec le Front National. Ils sont tellement fervents défenseurs de la nation et le montrent tellement que finalement c'est bien trop musclé. Hein, c'est bien trop musclé pour nous qui sommes habitués finalement, oui, effectivement, au drapeau national, à l'hymne national, à une forme, si vous voulez, de nationalisme profil bas, je dirais. Mais profil bas, pourquoi? Parce que c'est ça qui est intéressant. Profil bas, pourquoi? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que l'État, la nation de l'État, une fois bâtie, consolidée et reconnue, lorsque vous avez l'appareil de l'État pour travailler, vous n'avez plus besoin de faire des tonnes pour que les gens adhèrent à votre projet national. Ça s'est fait tout seul. Ça s'est fait tout seul, par l'intermédiaire de l'école, par l'intermédiaire de tous les, je dis l'école, mais bon, c'est peut-être l'exemple le plus, je dirais, le plus efficace en tant qu'instrument de nationalisation d'une population. Mais il y en a naturellement beaucoup d'autres. Hein. C'est sûr. Donc c'est très simple finalement pour un État-nation de nationaliser sa population. C'est relativement simple.
quand on fait ça bien, on y arrive. Parfois, ça coince. C'est ce qui se passe effectivement, c'est ce qui se passe en Espagne avec le Pays Basque et la Catalogne, ce qui a pu se passer en effet aussi en Belgique avec les Flamands. Ça marche pas à tous les coups, mais c'est relativement simple. C'est relativement simple lorsque la nation dominante a à sa disposition et à son service l'appareil de l'État. Ça, c'est sûr. D'accord. Un exemple qui me vient à l'esprit, justement, est-ce que, selon vous, les compétitions sportives internationales, par exemple, comme des championnats de football, des Jeux olympiques, sont justement des expressions de ce nationalisme banal, sans qu'on s'en rende compte, en fait, puisqu'on défend on défend son pays, ou du moins les couleurs de son pays, et on ne ressent pas ça comme une expression pure et simple de nationalisme, mais plus comme, je dirais, du sport, mais avec un petit peu de chauvinisme pour certains, quoi. Bah, c'est tout à fait ça, en fait. Hein. C'est tout à fait ça, en effet. En effet, en effet. Je sais pas qui c'est qui avait dit en France que la Coupe du Monde de 98 avait fait plus pour intégrer les Français de banlieue que tous les efforts mis en place par l'État à travers l'éducation nationale, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est bon, il en va de même pour la Coupe du Monde en Espagne. Lorsque l'Espagne a gagné la Coupe du Monde, tout de suite c'est le pays entier qui fête cette victoire comme étant une victoire propre, hein, et qui crée effectivement une cohésion qui manque en Espagne concrètement euh, à d'autres moments, ou je dirais même en temps normal. Okay. Donc oui, c'est tout à fait ça. Tout à fait ça. J'ai une question d'un auditeur. Donc, je transmets. Hein. Donc, le clivage citoyen du monde et nationaliste correspond aussi à des groupes sociaux. Le premier, les élites, le second, les classes populaires. Que pensez-vous des travaux de Pierre Manant? C'est pas un auteur que j'ai beaucoup lu, Pierre Manant. Cela étant, ce distinguo en effet entre citoyens du monde, élite d'un côté, et l'autre c'était quoi? L'autre catégorie? Plutôt les classes populaires, donc les classes moyennes. C'est quoi les classes populaires du coup? Le second groupe, donc plutôt nationaliste. Hein, plutôt nationaliste, oui. Bon, oui, en effet, mais c'est un petit peu, je sais pas si on regarde ce qui s'est passé avec le Brexit, par exemple, et si on regarde aussi les commentaires qui ont pu effectivement être faits à droite, à gauche, pour expliquer finalement le Brexit. Pourquoi finalement les gens avaient décidé de voter pour la sortie de l'Union européenne. On a tout à fait ce clivage-là, un clivage élite, si vous voulez, pour faire simple, élite peuple, et c'est vrai qu'on a quelque chose finalement qui, à mon sens, reflète d'une certaine manière une réalité. Hein. Pour moi, c'est pas quelque chose d'entièrement fantasmé. Aujourd'hui, en effet, parmi tous ces gens, et ils sont assez nombreux quand même, hein, tous ces gens qui revendiquent une forme de cosmopolitisme, qui disent être citoyens du monde et pas du tout patriotes ou nationalistes. Pour eux, l'État-nation est quelque chose comment dirais-je, d'arriéré, de complètement anachronique. Eh bien, il se trouve que ces élites-là vivent d'une certaine manière dans ce monde ouvert, sans frontières, cosmopolite, parce qu'ils échangent, les échanges commerciaux, parce qu'ils voyagent beaucoup, parce que pour beaucoup, ils parlent plusieurs langues. C'est quelque chose que je vois par exemple beaucoup dans mon métier, à l'université. On a la chance de pouvoir aller faire des conférences à droite à gauche dans différents pays. Quand on maîtrise plusieurs langues, on a la chance effectivement de parler avec
avec des gens de différentes nationalités, d'aller encore une fois dans les pays, de bouger. Et donc du coup, on a cette impression effectivement que notre monde à nous n'est plus le monde national, disons. Ce n'est pas simplement notre État, mais finalement le monde entier. Le monde entier serait un petit peu notre jardin où nous pourrions nous épanouir, nous établir où l'on veut. Bon. Je disais qu'effectivement, c'est d'une certaine manière, et d'une certaine manière seulement, le monde dans lequel vivent effectivement aujourd'hui ces élites-là, ou en tout cas une partie de ces élites. J'ai dit d'une certaine manière parce que finalement, on l'a constaté avec la crise sanitaire. Ça a été un petit peu un rappel à la réalité. Ces gens-là, effectivement, qui voyageaient beaucoup, bah, tout de suite, ils ont dû finalement rester chez eux, comme tout le monde. Et chez eux, c'est pas le monde entier. Chez eux, c'est pas un État étranger, ou pas pour tous. Moi, bon, c'est mon cas, c'est pour moi le cas, mais c'est pas le cas pour tout le monde, pour la majorité en tout cas. Et donc, ça a été de ce point de vue-là, effectivement, ça rappelle à la réalité pour ces élites-là. Ça a été le retour en force de l'État-nation, des frontières, d'un monde qui reste très fortement circonscrit aux frontières, à l'intérieur des frontières nationales. Bon, ça va passer et ces élites-là vont encore beaucoup voyager, beaucoup échanger, etc., etc. Mais ces clivages, effectivement, élite, cosmopolite, citoyen du monde et peuple plutôt conscient que la protection qu'ils recherchent, ils vont la trouver, ils la trouvent déjà. Encore une fois, la crise sanitaire en a été sans doute la meilleure illustration, non pas au niveau des organismes internationaux, non pas au niveau de l'Union européenne, non pas au niveau des multinationales, mais au niveau de leur État. Au niveau de leur État, au niveau de leur nation. Finalement, la nation et l'État, et pour ces gens-là, pour ces classes moyennes et classes populaires qui n'ont pas la chance finalement d'avoir un compte en banque bien fourni, qui n'ont pas la chance d'être polyglottes, qui n'ont pas la chance d'aller donner des conférences 6, 7, 8 fois par an dans différents pays, qui n'ont pas la chance de voyager constamment. Bien pour ces gens-là, l'État reste effectivement, et l'espace territorial de l'État reste un espace de sûreté aussi, un espace de sécurité. Et là, encore une fois, je pense que la meilleure preuve en est la crise sanitaire que l'on traverse en ce moment et dans laquelle, je dirais, peuple comme élite ont dû finalement trouver des gages des sûretés, des sécurités au niveau de l'État, au niveau national. Mais effectivement, ce clivage-là, là je m'éparpille un petit peu, mais ces clivages-là me semblent pertinents et vraiment fortement d'actualité. Il est là, je pense qu'il est là pour rester finalement. Je vais rebondir par rapport à un point dont vous avez parlé justement en évoquant cette crise sanitaire. C'est vrai qu'on a vu dont les États se refermaient chacun les uns par rapport aux autres. Les frontières ont été fermées, les espaces aériens fermés, impossible de pouvoir rentrer ou sortir. Et un de nos auditeurs justement se pose la question est-ce que nous sommes en train de construire un nationalisme européen pour contrer justement les tensions des États membres de l'Union européenne. Est-ce qu'on passe vers, avec la construction de l'Union européenne, nous avons quand même bien avancé, ça fait quand même beaucoup d'années que l'Union européenne est passée, donc est-ce qu'il y a une construction, dirait-on, supranationale? Ou est-ce que la crise sanitaire a démontré qu'en réalité, l'Union européenne est plutôt un club et en aucun cas on ne cherche à créer un sentiment national européen?
Ça, c'est encore une question effectivement bien d'actualité. Et puis elle va rester là sur la table pendant probablement pas mal d'années. Bah, c'est vraiment le gros défi de l'Union européenne. Hein, comment construire un espace politique supranational contre, nécessairement contre les États, parce que ces projets d'intégration, d'abord économique, puis politique, c'est fait nécessairement par l'intermédiaire et grâce aux États, parce que ce sont les États qui ont mis en place l'Union européenne, et puis avant l'Union européenne, ce qu'il y avait avant l'Union européenne. Donc, ce sont les États qui ont bâti l'Union européenne. Mais à un moment donné, dans tout le processus d'intégration fédérale, il y a un moment de bascule où ce sont les États qui ont créé cette entité supranationale ou suprétatique qui deviennent les subordonnés de l'entité suprétatique. Hein, c'est un petit peu comme l'histoire de Frankenstein, un petit peu ce monstre, si vous voulez, que vous créez. À un moment donné, il devient autonome et il échappe à votre contrôle. C'est aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, on en est là avec l'Union européenne. Je ne sais pas si ça va être dans 20 ans ou dans 30 ans ou dans 10 ans, mais aujourd'hui, on en est là. On l'a vu récemment avec la Cour constitutionnelle allemande qui a sonné les cloches à l'Union européenne sur la question effectivement économique. Et c'est finalement, en toile de fond, c'est la question de qui commande l'Union européenne. Est-ce que c'est l'Union européenne ou est-ce que ce sont les États? Donc ça, je dirais, c'est une dynamique que l'on peut constater quand on regarde de près dans les fédérations connues, dans les expériences fédératives connues, les États-Unis, l'Australie, l'Allemagne, etc., ça s'est toujours fait comme ça. On pourrait dire qu'il y a une loi naturelle, entre guillemets, qui fait qu'à un moment donné, les États qui ont construit la fédération vont être subordonnés par la fédération. Ils vont se subordonner, et parfois, c'est pas qu'ils le font de plein gré, parfois, c'est le plus souvent même, c'est qu'il y a un moment de bascule, ils ne voient pas le truc venir, et hop, c'est finalement, c'est plus eux qui commandent, c'est la fédération qui commande. Donc, il y a cette dynamique qui, à mon sens, enfin, dans l'Union européenne, on ne pourra pas y échapper. Hein, si un jour il y a un État fédéral européen, ça se fera comme ça. Puis la question, effectivement, se pose aussi de savoir comment l'Union européenne va faire pour y arriver, parce que vous l'avez dit, et vous avez bien raison, les États sont quand même résilients, ils résistent, ils ne veulent pas finalement céder entièrement leur souveraineté à cette entité supra-étatique. Et peut-être qu'en effet, la crise sanitaire que l'on que l'on est en train de vivre, de traverser, leur montre encore plus, si besoin était, qu'il faut peut-être faire attention, parce que si on transfère trop de souveraineté vers le haut, vers l'Union européenne, à un moment donné, on ne sera même plus en mesure de répondre en cas de crise sanitaire, parce que ce sera peut-être une compétence qui ne relèvera peut-être plus ou plus totalement des États. Et donc, la question se pose de savoir comment l'Union européenne va y arriver, et c'est tout le défi pour l'Union européenne, dans la mesure où ça a pu être facile, plus ou moins facile, n'exagérons pas, aux États-Unis, en Australie, en Allemagne, dans la mesure où vous aviez ce projet national qui a permis de souder et de donner une cohésion à un ensemble qui pouvait paraître un petit peu disparate, hétérogène, avec des intérêts divergents. Cet ensemble hétérogène, disparate, avec des intérêts divergents, vous l'avez aussi dans l'Union européenne.
d'une manière encore plus évidente, me semble-t-il, l'hétérogénéité culturelle que l'on a dans l'Union européenne, je pense qu'on l'a jamais eu dans aucun processus d'intégration fédérale. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Comment l'Union européenne va faire pour donner une cohésion à cet ensemble si hétérogène sans passer à son tour par un processus aussi de nationalisation? Appelons ça nationalisation, appelons ça d'une autre façon. On n'appellera peut-être pas ça nationalisation parce que le mot a déjà été pris. L'Union européenne va sans doute inventer un autre mot pour appeler la chose. Mais ça sera sans doute ça. Il ne faut pas oublier que l'Union européenne, comme tous les États-nations, a déjà un drapeau, a déjà un hymne, on a déjà quelques symboles identitaires dans l'Union européenne et ces processus d'intégration politique dont je vous parlais là, à mon sens, il ne peut pas se faire s'il n'y a pas en parallèle un processus appelons ça nationalisation, en tout cas un processus de construction d'une identité européenne au niveau des citoyens. La question est de savoir si ça peut prendre. La question est de savoir combien de temps ça peut prendre. Enfin, il y a beaucoup de questions là, mais oui, je trouve que la question de la personne qui est intervenue, effectivement, est très complexe, d'une part, très complexe et très pertinente. Oui. Merci. Je voudrais passer maintenant à un autre sujet, une autre de vos spécialités, celle du droit d'autodétermination des peuples au regard du droit international. Selon vous, est-ce que le référendum d'autodétermination du 1er octobre 2017 en Catalogne espagnole était vraiment illégal du point de vue du droit international? Je dirais que le droit international, sur cette question concrète, n'a, je dirais, pas grand-chose de pertinent à dire. Si l'on devait pousser un peu plus le commentaire, on pourrait dire peut-être deux choses. La première chose, c'est que le droit international a tendance à se placer du côté des États. Ça, c'est une réalité. Donc, si le droit international devait dire quelque chose, ou plutôt si les organismes qui s'expriment au nom du droit international, l'ONU, par exemple, le Conseil de l'Europe, parmi d'autres, avaient quelque chose à dire sur cette question-là, ils diraient probablement qu'un référendum d'autodétermination, il faut le faire avec l'accord de l'État dont le mouvement séparatiste vise à se séparer, duquel donc le mouvement séparatiste vise à se séparer. Ça, c'est ça la première chose. La deuxième chose, je dirais, d'une manière plus réaliste, je dirais, est que le droit international, finalement, n'a que peu à dire sur les affaires internes. On l'a vu avec l'affaire du Kosovo, à partir du moment où vous faites un référendum, vous déclarez l'indépendance et l'indépendance de facto réussie, c'est fait. Cette indépendance, cette déclaration d'indépendance ne serait pas ni naturellement le référendum qui a mené à la déclaration d'indépendance, ne serait en aucun cas, comment dire, illégal aux yeux du droit international. Le droit international ne ferait que constater, comme on pourrait constater qu'il pleut s'il pleut, le droit international ne ferait que constater qu'il y a eu une déclaration d'indépendance, qu'il y a un nouvel État qui s'est constitué, et ensuite c'est aux autres acteurs internationaux, aux autres États, donc, de reconnaître ou de ne pas reconnaître l'État qui vient d'être constitué. Donc, je dirais, il y a ces deux choses. D'une part, le côté plus politique, le discours plus politique des acteurs en droit international public qui consiste effectivement à dire qu'il faut faire attention parce que il faut protéger quand même les États qui sont constitués et donc que
l'unité des États et l'intégrité territoriale de ces États est quand même quelque chose d'important. Ça, d'une part, si séparation il doit y avoir, il faut faire ça, je dirais, d'une manière dialoguée, il faut se mettre d'accord, ça c'est d'autre part. Et puis ensuite, c'est finalement le cas, je dirais, de dernier ressort. Si finalement on n'arrive pas à se mettre d'accord, si finalement vous faites un référendum, vous déclarez l'indépendance, si ça réussit, tant mieux pour vous. C'est un peu ça. D'accord. Mais alors, comment expliquez-vous que, par exemple, donc, j'ai vu récemment une vidéo, donc une explication de Alfred de Zayas, qui était expert indépendant auprès de l'ONU, hein, qui a été secrétaire du Comité des droits de l'homme, et, et qui a eu d'autres fonctions donc, à l'ONU. Il expliquait que lors donc, de la transition espagnole, dans les années, fin des années 70, l'Espagne, pour pouvoir entrer justement aux Nations Unies, a accepté la Charte des Nations Unies. Et donc à l'article 1, on indique que justement, premier droit, le droit d'autodétermination. Les peuples ont le droit à l'autodétermination. Comment est-ce que se fait-il que, en acceptant cette charte et ensuite en l'incorporant dans la Constitution, puisqu'il parle des articles 10.2 et 96.1, 96.1 pour nos collègues belges, comment est-ce que ça se fait-il qu'en incorporant ces éléments-là, on défende ensuite l'illégalité du droit d'autodétermination dans la Constitution, alors que c'est incorporé et qu'avant la création de cette Constitution, on a validé une charte pour pouvoir entrer à l'ONU. Comment on explique cette affirmation comme quoi c'est illégal, alors qu'en réalité, on s'est compromis avant à le respecter. Deux choses. Il y aurait là deux choses. La première chose, sur l'interprétation, effectivement, du droit à l'autodétermination de peuple en droit international public. Et c'est vrai que l'Espagne a signé effectivement le pacte civil et politique, de droit civil et politique, donc effectivement, qui reconnaît le droit à l'autodétermination de peuple. Mais il faut savoir, et ça rejoint un petit peu, même beaucoup, ce que je vous disais tout à l'heure, ce discours politique en droit international public qui consiste finalement à prendre parti pour les États. Avoir, si vous voulez, une lecture, une interprétation conservatrice, si vous voulez. Donc l'interprétation aujourd'hui en droit international public, d'une manière largement dominante, est claire en ce sens que le droit à l'autodétermination de peuple, encore une fois, tel qu'il est compris, interprété en droit international public, est accordé aux territoires coloniaux, d'une part, qu'on a pu voir récemment en France avec la Nouvelle-Calédonie. La Calédonie, effectivement, a eu ce droit, qu'elle a dû quand même, comment dirais-je, elle a dû se battre quand même pour l'avoir. Ce n'est pas fait comme ça en deux temps de mouvement, n'est-ce pas? D'une part, ça, les territoires coloniaux, d'autre part, les peuples qui sont victimes d'oppression au sein d'un État dominé par une majorité nationale différente, par un peuple différent. Hein, bon, si les Catalans en Espagne, on peut l'imaginer, si les Catalans en Espagne n'avaient aucune autonomie, s'ils étaient persécutés d'une manière systématique par les gouvernants espagnols, par la nation majoritaire espagnole, eh bien, dans ces cas-là, effectivement, on pourrait considérer que, vous voyez, les Catalans auraient, aux yeux du droit international public, un droit à l'autodétermination de peuple. Dans la mesure où la Catalogne rentre d'une manière très difficilement, mais très difficilement, dans un cas ou dans l'autre, la Catalogne n'est pas considérée, on peut considérer que ça c'est plus ou moins juste, mais en tout cas, la Catalogne n'est pas considérée comme étant une colonie nulle part dans le monde, je crois. Et la Catalogne n'est pas considérée non plus comme un territoire victime d'oppression de la part de l'État espagnol. Et dès lors qu'effectivement la Catalogne ne rentre pas dans l'une ou dans l'autre case, il est évident que l'Espagne est bien fondée
Encore une fois, en suivant cette interprétation, qui est largement dominante en droit international public, il faut rappeler quand même que c'est la Cour suprême du Canada qui, en 98, alors qu'effectivement, elle allait rendre une décision judiciaire, un avis judiciaire plutôt, c'était pas une décision, c'était un avis judiciaire qui fait ravate, parce que c'est l'un des, je dirais, c'est l'une des pièces en justice les plus commentées, justement de par son ouverture d'esprit à l'égard des revendications sécessionnistes des Québécois. Bien malgré ça, la Cour suprême du Canada a rappelé que le Québec, comme la Catalogne, comme d'autres cas, ne pouvait pas revendiquer d'une manière légitime le droit à l'autodétermination de peuple tel qu'il est compris en droit international public. Donc, c'est la première chose. L'interprétation en droit international public est claire et elle nie clairement en droit à l'autodétermination de la Catalogne. C'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, si l'État espagnol est bien fondé à ne pas reconnaître un droit à l'autodétermination des Catalans en Espagne, même après avoir signé effectivement des traités internationaux qui engagent l'État espagnol à défendre et à promouvoir le droit à l'autodétermination des peuples. La deuxième point, je dirais, que l'on peut soulever, c'est qu'effectivement, si le droit international ne permet pas aux Catalans de demander leur indépendance vis-à-vis de l'Espagne, vous passez du coup comment dire, au terrain du droit constitutionnel. C'est-à-dire le droit international, ce qu'il fait, c'est simplement constater que la chose, à partir du moment où elle ne peut pas être régie par les droits internationaux publics, elle doit être régie par les droits constitutionnels. Et le droit constitutionnel espagnol, on a pu le constater, eh bien, il n'a pas ouvert la porte, que le droit international public fermé. Oui. C'est ce que le Royaume-Uni a fait. C'est ce que le Royaume-Uni a fait. Les Écossais ont pu avoir un référendum sur l'indépendance, non pas parce que c'était en application du droit international public, des droits à l'autodétermination du peuple, mais tout simplement parce que le Royaume-Uni, faisant preuve comment dirais-je, d'un esprit démocratique et libéral, le Royaume-Uni a considéré qu'effectivement, c'était quelque chose qui pouvait être fait selon les règles constitutionnelles britanniques, et c'est ce qu'ils ont fait. En fait, le droit international public est vraiment impuissant. Vous avez le cas de la France avec Mayotte, une île qui a été séparée de l'archipel des Comores, séparée non pas géographiquement mais politiquement, bien entendu. Eh bien, lorsque les Comores prennent leur indépendance dans les années 70, justement en application du droit international public, parce que c'était un territoire colonial sous l'autorité française, lorsque les Comores donc quittent la République française, la France décide de refaire un deuxième référendum parce que sur l'île de Mayotte, la population avait voté lors du référendum sur l'autodétermination. Sur l'île de Mayotte, la population avait voté majoritairement contre l'indépendance, alors que sur les trois autres îles, à plus de 90%, tout le monde avait voté, vous voyez, pour l'indépendance. Mais comme sur l'île de Mayotte, la population s'était exprimée majoritairement contre l'indépendance, la France a dit, en ignorant complètement le droit international public en la matière, la France a dit, tiens donc, il y a quand même la population de Mayotte qui ne veut pas quitter la République française, donc on va faire un deuxième référendum pour voir si effectivement il confirme ce vœu exprimé lors du premier référendum. C'est ce qui s'est passé. Et tout ça, ça s'est fait vraiment en méconnaissance totale du droit international public. Puis depuis lors, l'ONU sanctionne pratiquement tous les ans la France et rappelle à la France qu'il devrait quand même libérer le territoire des Mayotte et rendre le territoire des Mayotte aux Comores, mais bon, la France, finalement, ne veut rien savoir, vous voyez. Donc, le droit international public est impuissant en matière. Dans ce cas-là, la question se pose, c'est pourquoi signer des chartes
internationales si on ne les respecte pas ou si on les interprète à sa façon, parce que enfin, la Charte des Nations Unies dit clairement en anglais, c'est All peoples have the rights. Ne dit pas seulement les peuples coloniaux ou tel peuple ou celui-ci ou tel autre. Tous les gens. Si à un moment donné, des gens peuvent si je comprends bien vis-à-vis de la notion de nation, si des gens se considèrent partagent des idées communes, un objectif commun, pourquoi dire que c'est illégal et pourquoi aller à l'encontre de ça et ne pas et se contredire en soi par rapport à ce que l'on a signé 40 ans auparavant, quoi, par rapport à ce que l'on a accordé 40 ans auparavant. C'est là un peu Nous sommes d'accord. C'est de l'hypocrisie en soi, quoi. Nous sommes d'accord, oui, on signe évidemment. Alors, les États qui signent des accords, des traités internationaux sont censés effectivement les respecter, n'est-ce pas? Ça s'est produit pas systématiquement, hein, c'est produit pas systématiquement, mais je dirais, encore une fois, pour revenir sur ce que je disais là, je dirais que autant la France a clairement méconnu le droit international en matière de droit à l'autodétermination de peuple pour ce qui est de l'île de Mayotte et des Comores, autant l'Espagne, et ça je pense il faut bien le dire, hein, il faut le souligner, autant l'Espagne n'a pas appliqué le droit international en la matière d'une manière, je dirais, incorrecte. Au contraire. Au contraire, l'Espagne a suivi à la lettre l'interprétation qui est dominante. Après, effectivement, on peut se poser la question de savoir si cette interprétation est juste. Je suis plutôt de votre avis. Donc, effectivement, quand on dit que tous les peuples ont droit à l'autodétermination, tous les peuples, ça veut dire tous les peuples. Et bon, sauf que là, effectivement, on a, je dirais, on n'est pas plus avancé pour autant parce que comment est-ce qu'on définit, comment est-ce on détermine qui ou quoi est un peuple? Oui, vous n'avez pas une agence internationale avec autorité pour dire telle population est un peuple, telle autre population est un peuple. Donc finalement, comment est-ce qu'on fait? Bah, on fait comme on peut. C'est généralement les peuples qui s'auto-définissent comme peuple ou pas, qui revendiquent effectivement ces statuts de peuple ou pas. C'est ce qui s'est passé en Catalogne, en effet. Je pense que les Catalans revendiquent pour eux ces statuts de peuple. La question étant ensuite de savoir si effectivement ce statut va leur être reconnu par les acteurs qui doivent finalement reconnaître ces statuts, qui ont autorité pour le faire. De mon point de vue, la lecture dominante en droit international public est beaucoup trop restreinte. Elle suit clairement, d'une manière, mais vraiment claire et nette, les intérêts des États. Mais en même temps, je ne peux pas me dire choqué ou surpris parce que le droit international, c'est ça. Le droit international, ce sont les États qui le créent. Il n'y a pas une assemblée législative internationale qui pourrait légiférer en ne tenant pas compte des intérêts des États. Finalement, ce sont les États qui créent le droit international public et c'est quelque part normal. Je ne dis pas que c'est bien, mais c'est quelque part normal que ils appliquent ce droit international qu'ils ont créé d'une manière qui les avantage, tout simplement. D'accord. Merci pour votre avis. Je vois que l'heure tourne et je voudrais aborder un autre sujet qui concerne maintenant plutôt le fédéralisme. On confronte souvent les indépendantistes catalans à la question suivante, pourquoi ne pas se battre plutôt pour une république fédérale ibérique au lieu de vouloir à tout prix l'indépendance vis-à-vis du royaume d'Espagne.
un de nos auditeurs, notre ami, justement, une question intéressante à ce sujet. Il se pose la question s'il est rationnel d'envisager que l'Espagne entame une réforme constitutionnelle pour se transformer, hein, comme la Belgique l'a fait il y a quelque temps maintenant, en une monarchie fédérale. J'entends par là avec un gouvernement fédéral qui agit comme une coupole par rapport aux gouvernements régionaux qui disposent de, de beaucoup de liberté en termes d'usage des langues, d'enseignement, de mobilité, logement, etc. Et le gouvernement fédéral, lui, conserverait je dirais plutôt des fonctions régaliennes. Est-ce que une telle réforme, en fait, est envisageable en Espagne, vu la situation et vu le passif également, puisque il ne faut pas oublier qu'on sort de 40 ans d'une transition, mais il y a eu avant une dictature Je dirais pas du tout, en fait. Pour faire bref, pas du tout. Il n'y a aucune chance, mais vraiment aucune chance que l'Espagne suive l'exemple de la Belgique. La Belgique est un cas, à mon sens, très, très intéressant pour un pays comme l'Espagne. Bon, la situation n'est pas exactement la même, mais la Belgique a dû faire face à un conflit identitaire, un conflit national entre ces deux communautés nationales, linguistiques majoritaires. Et car il s'agissait effectivement de mettre fin aussi à, quand même à un différend historique, comme on peut avoir aussi en Espagne avec la Catalogne. Et ils ont réussi en Belgique. Je trouve que, encore une fois, le système belge n'est peut-être pas parfait, et je pense que les Belges savent que leur système n'est pas parfait, mais en Belgique, ils ont réussi à faire quelque chose, à mon sens, de très important, à savoir, ils ont réussi à pacifier ce conflit identitaire entre flamands et wallons, avec plusieurs réformes fédérales qui, en communautarisant finalement le système, avec un système très très particulier, hein, donc cette parité fédérative entre les deux communautés linguistiques, eh bien, finalement, ils ont réussi à mettre les Flamands au même niveau, à égalité avec les Wallons. Hein. Est-ce que c'est possible de faire ça en Espagne? Mais aucune chance, aucune chance. D'une part, il faut savoir que l'Espagne a une histoire très, très, très particulière avec le fédéralisme. Le fédéralisme a toujours été une sorte d'épouvantail en Espagne depuis le 19e siècle, le genre d'épouvantail que l'on agite un petit peu pour faire peur quand le fédéralisme a toujours été associé au séparatisme, par exemple. Hein. Et il a toujours été associé au séparatisme parce que, d'une certaine manière, il faut aussi rappeler qu'en Espagne, ceux qui ont le plus voulu une réforme fédérale de l'État, mais depuis le 19e siècle, ce sont justement les Catalans. En Catalogne, les nationalistes catalans, et pas que les nationalistes catalans, en Catalogne, le fédéralisme a toujours été comment dirais-je, a toujours séduit beaucoup. Hein, et ils ont fait pendant, si on se limite aux 40 années qui viennent de s'écouler, c'est-à-dire l'Espagne post-démocratique après la Constitution de 78, les 40 dernières années, les Catalans, encore une fois, nationalistes et pas que, ont fait quand même pas mal d'efforts pour faire en sorte que l'État espagnol puisse rentrer dans cette voie de fédéralisation qu'ils appelaient de leur vœu. Et face à ça, ils se sont systématiquement heurtés à un mur de silence, à des refus constants et tenaces sur la réforme fédérale. C'est un non qui est systématique. Hein, D'ailleurs, il faut quand même rappeler que la Constitution de 78 n'a connu aucune révision constitutionnelle importante et aucune révision aussi concernant la structure territoriale, la répartition
des compétences, la répartition du pouvoir entre le centre et les communautés autonomes. Donc, il y a ces deux choses-là. D'une part, l'Espagne a une relation quand même très, très conflictuelle, très, très complexe avec le fédéralisme. L'Espagne n'a jamais été à l'aise avec le fédéralisme comme d'autres pays, l'Allemagne ou la Belgique sans doute. L'Espagne est plutôt à l'image de la France, là, paradoxalement. On a l'image de l'Espagne comme d'un pays quasi fédéral. En tout cas, il s'agit d'un État très fortement ou fortement décentralisé, si bien qu'effectivement, on a tendance à penser que c'est très très différent de la France, mais finalement, la culture politique espagnole est très proche du modèle français. On l'a encore vu récemment avec la gestion de la crise sanitaire, où le gouvernement socialiste, qui plus est, a centralisé totalement la gestion de la crise sanitaire, alors que les compétences en la matière étaient régionales. Enfin bref, un rapport très complexe au fédéralisme. Et alors, quand on ajoute, je dirais, à cette relation, ces rapports très complexes du nationalisme espagnol vis-à-vis du fédéralisme, quand on ajoute la question de la reconnaissance nationale, alors là, je dirais, c'est impossible. C'est impossible. L'Espagne, à la grande limite, serait capable d'introduire quelques réformes, histoire de fédéraliser un petit peu son État. Une réforme du Sénat, une réforme peut-être de la répartition des compétences, qui sait. Ça, à la limite, ça reste faisable. J'y crois pas trop, mais ça reste faisable. Mais par contre, l'Espagne n'est pas du tout, je dirais, en capacité, une fois, de par sa culture politique, n'est pas en capacité de mener une réforme comme celle qui a été menée à bien et aboutie en Belgique. D'accord. Et dans ce cas-là, comment... Parce que c'est vrai que dernièrement, enfin, dans beaucoup de... Suite à à ce référendum d'autodétermination, à toute la répression qu'il y a eu avec, on parle d'essayer de rétablir la convivialité, d'essayer d'améliorer, de faire en sorte que la, 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 la distance qui s'est créée entre la Catalogne et le reste de l'Espagne soit réduite. Quelle est la solution, selon vous, pour résoudre ce conflit-là, si ce n'est pas en passant par une réforme fédérale ou vous l'avez aussi évoqué tout à l'heure, en n'acceptant pas le droit à l'autodétermination, quelle est la solution qui pourrait être proposée pour essayer justement de résoudre ce conflit-là? Est-ce que vous avez une idée ou est-ce que pour vous, c'est un conflit latent qui n'a pas de solution pour l'instant? Je suis plutôt pessimiste. Je pense que c'est pas simplement le gouvernement espagnol. Je pense que si les deux partis majoritaires en Espagne, parce que pour mener à bien une révision constitutionnelle, il faut quand même un soutien très fort. Donc, je pense que si l'État espagnol, enfin les partis majoritaires, la droite et la gauche, étaient assez intelligents pour conduire une révision constitutionnelle qui pourrait satisfaire un pourcentage plus ou moins important d'indépendantistes catalans. À un moment donné, par exemple, on avait parlé d'amener le Sénat à Barcelone, par exemple. Bon, l'idée, effectivement, pourquoi pas, après tout, pourquoi pas. Bon, évidemment, si c'est amener le Sénat à Barcelone, mais si on le laisse tel qu'il est actuellement, peut-être que ça va pas séduire vous voyez, mais en même temps, si on modifie un petit peu la Constitution pour donner de nouvelles compétences au Sénat, pour avoir une vraie représentation territoriale des communautés autonomes au sein du Sénat. Bref, si on modifie deux ou trois petites choses, ça peut être, je dirais, suffisant pour démobiliser une partie de l'indépendantisme catalan, si bien qu'à un moment donné, l'indépendantisme catalan pourrait se retrouver non pas majoritaire, comme il est depuis quelques années en Catalogne, mais peut-être minoritaire. Vous voyez. Donc, bon, ça a une solution du problème. Je ne suis pas sûr que cette solution puisse tenir à long terme, hein,
parce que c'est un petit peu comme balayer, je dirais, sous un tapis. Hein, bon, la poussière, elle va rester là. Je ne suis pas sûr que ce soit une solution à long terme, mais en tout cas, à court terme, ça pourrait avoir des effets positifs. Je ne crois pas du tout, par contre, que la classe politique espagnole soit prête à une réforme de ce style. Une réforme de ce type, je ne le pense pas du tout. Et alors, je vous disais, je suis pessimiste. Effectivement, je suis pessimiste parce que je ne crois pas que la classe politique espagnole soit capable de conduire une réforme de ce genre. À partir de là, bon, si la classe politique, comme ça risque de se passer, ne fait rien, qu'est-ce que l'on pourrait faire ou qu'est-ce que quelqu'un pourrait faire? Ben, je ne sais pas. Je pense que Laval, j'aurais tendance à dire que Laval est dans le camp des indépendantistes. C'est à eux de provoquer, de tenter leur chance, de provoquer quelque chose, comme ils l'ont fait en 2017, d'une manière, à mon sens, trop timide, et sans doute trop théâtrale. Mais c'est à eux de pousser et d'essayer d'attirer l'attention aussi de la communauté politique internationale, des autres États membres de l'Union européenne. Aucune garantie d'ailleurs que ce genre d'action de la part du mouvement indépendantiste puisse conduire quelque part d'ailleurs ou changer quelque chose dans la situation actuelle, mais personnellement, je ne vois pas d'autres solutions et je ne suis pas sûr, encore une fois, que les deux solutions, enfin les deux mouvements que je viens d'évoquer, je ne suis pas sûr qu'ils apportent une solution. La solution en Espagne, elle devrait, mais là il faut parler au conditionnel, hein, elle devrait venir de l'État et comme ça s'est fait au Royaume-Uni d'une manière simple, sans la tension qu'on a pu avoir en Espagne. Bon, ça s'est fait au Royaume-Uni, c'est passé comme une lettre à la poste. Il y a eu un référendum, une campagne avant, les uns ont perdu, les autres ont gagné. On passe à autre chose. Bon, il y aura peut-être un référendum, un deuxième référendum, parce qu'entre-temps, on a eu le Brexit au Royaume-Uni, mais toujours est-il que à mon sens, le Royaume-Uni a montré la voie, à l'Espagne. Je pense que la Catalogne serait très très contente d'avoir un gouvernement espagnol qui est capable de suivre la voie britannique. Malheureusement, c'est pour ça que je dis, il faut parler au conditionnel parce que ça risque pas de se produire. Malheureusement, l'État espagnol n'est pas l'État britannique. Très bien. Écoutez, merci pour ce point de vue. Je pense que c'est une bonne conclusion pour cette soirée débat, parce qu'on a déjà dépassé plus de l'heure de conversation. C'est vrai. En tout cas, je vous remercie encore pour avoir accepté notre invitation, pour avoir exposé notre point de vue, le vôtre, avoir éclairci certaines notions qui, à mon avis, pour certains, n'étaient peut-être pas tout à fait claires. Et écoutez, bonne continuation. J'espère que cette crise va bientôt se terminer. Et puis encore merci. Il n'y a pas de quoi, merci à vous. Merci, au revoir. Bonne soirée, au revoir.